Bienvenue dans notre première vidéo lecture et ambiance. Pour ce premier volet, nous vous proposons un spécial Dickens. Voici les deux nouvelles, Le Signaleur et Le Voile Noir. Nous vous souhaitons un très bon moment en notre compagnie. Hé, vous, là-bas! Quand il entendit une voix l'interpeller de la sorte, il était debout à la porte de sa cabine. Il avait à la main un drapeau enroulé autour de sa courte hampe. À première vue, on aurait cru, étant donné la disposition des lieux, qu'il ne pouvait avoir aucune hésitation quant à la provenance de cette voix. Mais au lieu de lever les yeux vers la route où je me trouvais, au bord de la tranchée du chemin de fer, il se tourna de l'autre côté, et son regard suivit la voix. Il y avait dans son geste quelque chose de frappant, encore que j'eusse été bien en peine de dire quoi. Je sais seulement qu'il était assez frappant pour attirer mon attention. Et pourtant, la silhouette de cet homme paraissait raccourcie par la distance, tout en bas, au fond de la tranchée, bien au-dessous de moi, et baignée dans la lumière du soleil qui se couchait en un ciel orageux, à tel point que j'avais dû m'abriter les yeux avec la main pour réussir à le voir. Hé, là-bas! Cessant de regarder la voix, il se retourna et, levant les yeux, m'aperçut très haut au-dessus de lui. « Y a-t-il un chemin pour aller vous retrouver ? Je voudrais vous parler. » Il leva les yeux vers moi sans répondre, et je baissai les miens vers lui sans oser répéter aussitôt cette question un peu futile. À l'instant même, la terre et l'air furent parcourus par une vibration confuse qui se transforma bientôt en pulsation brutale. Puis surgit une masse lancée à vive allure qui me fit reculer d'un bond, comme si j'avais à redouter d'être entraîné dans sa course. Un nuage de vapeur s'éleva de ce train rapide jusqu'à moi, puis s'éloigna en rasant le sol. Quand il se fut dissipé, je plongeai de nouveau mon regard dans la tranchée et je revis l'homme en train de rouler le drapeau qu'il avait déployé au passage du train. Je répétais ma question. Après un intervalle pendant lequel il parut me regarder avec une attention soutenue, il me désigna du bout de son drapeau roulé un point situé au même niveau que moi, à quelques 200 ou 300 mètres de là. Je lui criai « D'accord !» et me dirigeai vers ce point. Arrivé là, j'examinai soigneusement le terrain et finis par découvrir qu'un vague chemin en lacets avait été grossièrement taillé dans la pente. Je suivis ce chemin. La tranchée était extrêmement profonde et particulièrement abrupte. Elle était creusée dans une roche gluante qui devenait de plus en plus humide à mesure que j'approchais du fond. C'est pourquoi le trajet me parut assez long et j'eus ainsi tout loisir de songer à l'air singulièrement contraint et réticent avec lequel l'homme m'avait indiqué ce chemin. Quand je fus arrivé assez bas pour l'apercevoir de nouveau, je le vis debout entre les deux rails de la voie que venait d'emprunter le train. Son attitude semblait indiquer qu'il attendait mon apparition. Il se tenait le menton de la main gauche, le coude gauche appuyé sur la main droite, le bras droit placé en travers de la poitrine. Cette attitude donnait l'impression d'une attente tellement vigilante que je m'arrêtai un instant, stupéfait. Je repris ma descente et parvins au niveau de la ligne de chemin de fer. Je m'avançai alors vers lui et, en m'approchant, je constatai que c'était un homme au teint jaunâtre et qu'il avait une barbe noire et des sourcils épais. Son poste était situé dans l'un des endroits les plus solitaires et les plus lugubres que j'eusse jamais vus. De chaque côté, une paroi ruisselante de pierres tailladées qui, pour tout paysage, ne laissait voir qu'une étroite bande de ciel. La perspective à une extrémité n'était qu'une prolongation tortueuse de ce vaste cachot. Dans l'autre direction, la perspective était moins étendue. Elle se terminait par un morne signal rouge et par l'entrée, plus morne encore, d'un tunnel noir dont l'architecture massive avait un aspect primitif, rébarbatif et accablant. Le soleil avait tant de peine à se glisser jusqu'à ce lieu qu'il y flottait une odeur mortelle de terre humide. D'autre part, un vent froid y soufflait si vigoureusement que je me sentis glacé tout à coup, comme si je venais de quitter le monde des vivants. Je m'approchai de lui, presque à le toucher, avant qu'il fît un mouvement. Même alors, il ne me quitta pas du regard, mais recula d'un pas et leva la main. Je lui dis quelques mots. Ce poste qu'il occupait n'était-il pas bien solitaire ?
Il s'était imposé à mon attention dès que je l'avais aperçu de là-haut. Les visiteurs devaient y être rares. Pouvais-je espérer qu'il n'y était pas importun ? Il voyait en moi, lui dis-je, tout simplement un homme qui avait passé sa vie entière enfermé dans d'étroites limites et qui, enfin libéré, portait aux grandes entreprises ferroviaires un intérêt tout nouveau. Telle fut la substance de mes propos, mais je ne suis nullement certain des termes que j'employais car, outre le fait que je ne suis guère adroit dans l'art de lier conversation, il y avait en cet homme quelque chose qui m'intimidait. Il jeta un regard fort étrange vers le feu rouge placé près de l'orifice du tunnel et en examina tout le voisinage comme s'il avait l'impression qu'il y manquait quelque chose, puis tourna les yeux vers moi. Je lui demandai si la surveillance de ce signal rouge ne faisait pas partie de ses fonctions. Il me répondit d'une voix sourde. « Vous savez bien que oui. » Une idée monstrueuse me vint à l'esprit. En observant son regard fixe et son visage fermé, je songeais que je n'avais pas en face de moi un homme, mais un spectre. Je me suis demandé depuis si je n'avais pas subi plus ou moins la contagion de ses pensées. À mon tour, je reculai. Mais, ce faisant, je découvris dans ses yeux l'effroi indéfini que je lui inspirais. Cette découverte réduisit à néant mon idée monstrueuse. « Vous me regardez ?» lui dis-je, en me forçant à sourire, comme si vous aviez peur de moi. « Je me demandais, répondit-il, si je ne vous avais pas déjà vu. » Où ? Il me montra du doigt le signal rouge vers lequel il s'était tourné. « Là ?» dis-je. Tout en me dévisageant avec une attention soutenue, il acquiesça en silence. Mais, mon pauvre ami, qu'aurais-je été faire en cet endroit ? En tout état de cause, je n'y ai jamais mis les pieds, vous pouvez en être certain. Je crois que oui, répliqua-t-il. Oui, je peux en être certain. Il parut plus à son aise, et moi aussi. Il répondit à mes questions avec empressement, s'exprimant avec intelligence. Avait-il beaucoup à faire ? Oui. À vrai dire, il avait d'assez lourdes responsabilités, mais il lui fallait surtout de la ponctualité et de la vigilance. Comme travail proprement dit, comme travail manuel, il n'avait presque rien à faire. Actionner tel ou tel signal, moucher les lampes, pousser tel ou tel levier métallique de temps à autre, voilà en quoi consistaient ses besognes matérielles. Quant à ces longues heures de solitude qui paraissaient me faire tant d'impression, il n'avait qu'une chose à dire à ce sujet. Sa vie quotidienne ayant pris régulièrement cette tournure particulière, il s'y était accoutumé. Il avait appris une langue étrangère en cet endroit, ou du moins, il s'était exercé à la lire, et s'était formé une idée personnelle et approximative de sa prononciation. On ne pouvait pas véritablement dire qu'il l'eût apprise. Il avait aussi étudié les fractions et les nombres décimaux. Il s'était attaqué aux rudiments de l'algèbre. Mais il n'était guère doué pour le calcul. Il ne l'avait jamais été depuis son enfance. Était-il toujours obligé, quand il était de service, de rester dans ce fossé humide et venteux, ou bien pouvait-il parfois monter vers les régions ensoleillées et s'évader de ces hautes murailles ? Eh bien, cela dépendait des moments. Il n'y avait pas toujours autant de circulation sur la ligne. Cela variait avec les heures et avec les circonstances. Par très beau temps, il décidait parfois de se promener au-dessus de la zone d'ombre. Mais comme il risquait à tout instant d'être rappelé par sa sonnerie électrique et devait redoubler d'attention pour l'entendre quand il s'éloignait, ces promenades lui procuraient moins de soulagement que je n'aurais pu le croire. Il me fit entrer dans sa cabine où se trouvait un poêle, un pupitre portant un registre officiel sur lequel il devait noter certains renseignements, une installation de télégraphe munie d'un cadran avec plusieurs aiguilles et la petite sonnerie dont il m'avait parlé. Je crus pouvoir me permettre de lui dire que j'avais remarqué sa bonne éducation, une éducation, osais-je dire, espérant qu'il ne s'en formaliserait pas, sans doute supérieure à son présent niveau social. Il me répondit que des exemples analogues d'inadaptation n'étaient pas rares en général dans les grands groupes sociaux. Il avait entendu dire que c'était le cas dans les asiles, dans la police et même dans l'armée, cette dernière ressource des ratés. Il savait pertinemment qu'il en était ainsi, jusqu'à un certain point, dans le personnel de toutes les grandes compagnies ferroviaires. Dans sa jeunesse, il avait étudié les sciences naturelles. Sans doute cela ne me paraîtrait guère croyable à le voir installé dans cette malheureuse cabane, lui-même avait peine à le croire. Il avait suivi des cours, mais il avait mené une existence dissipée. Il avait laissé passer sa chance. Il avait descendu la pente,
et n'avait jamais pu la remonter. Il n'avait pas le droit de s'en plaindre. Ayant tiré son vin, il n'avait plus qu'à le boire. Il était beaucoup trop tard pour en tirer d'autres. Tous les renseignements que je viens de résumer m'avaient été donnés avec calme. Ses yeux noirs, qui avaient une expression sérieuse, se posaient alternativement sur le feu et sur ma personne. De temps à autre, il plaçait au milieu d'une phrase un « monsieur » respectueux, en particulier quand il me parlait de sa jeunesse, comme s'il avait voulu me faire comprendre qu'il ne prétendait pas être supérieur à ses apparences. Il fut plusieurs fois interrompu par la petite sonnerie et dut alors déchiffrer des messages et y répondre. À un moment donné, il fut obligé de se tenir sur le pas de la porte pour agiter un drapeau au passage d'un train et faire au mécanicien une communication verbale. Dans l'accomplissement de ses fonctions, je remarquai qu'il était étonnamment précis et vigilant. Il s'interrompait au milieu d'un mot et restait silencieux jusqu'à la fin de sa besogne. Bref, j'eusse considéré cet homme comme l'un des plus sûrs et des plus aptes à remplir son emploi si je n'avais observé ce qui suit. À 2 reprises, tandis qu'il me parlait, je le vis s'interrompre, pâlir, se tourner vers la petite sonnerie qui n'avait pas retenti, ouvrir la porte de la cabine, qu'il tenait fermée pour ne pas laisser entrer l'humidité malsaine de l'extérieur, et diriger son regard vers le feu rouge placé à l'entrée du tunnel. Les 2 fois, quand il revint vers le poêle, il avait cet aspect mystérieux que j'avais remarqué sans pouvoir le définir, en le voyant de loin. En me levant pour prendre congé de lui, je lui dis « J'ai l'impression que j'ai enfin trouvé en vous un homme content de son sort. » J'ai un peu honte d'avouer que j'avais dit cela pour l'amener à me faire des confidences. « Je crois que j'étais content de mon sort autrefois, » répondit-il, de la même voix sourde que j'avais entendue au début de notre entrevue. « Mais je suis bien troublé, monsieur. Je suis bien troublé. » Je vis qu'il regrettait amèrement d'avoir prononcé ces mots. Mais il les avait prononcés cependant, et je les relevai aussitôt. « Et pourquoi ? Pourquoi êtes-vous troublé ? » « C'est bien difficile à expliquer, monsieur. C'est très difficile à dire. Si jamais vous revenez me voir, je m'efforcerai de vous en parler. Mais je suis absolument décidé à revenir vous voir. Dites-moi, quand puis-je venir ? Je m'en vais demain matin de bonne heure, mais je serai de service à partir de 10h du soir, monsieur. Je viendrai à 11h. Il me remercia et sortit avec moi de la cabine. « Je vais vous éclairer avec ma lanterne, monsieur, » me dit-il de sa voix étrangement sourde, « jusqu'à ce que vous ayez retrouvé le sentier. Quand vous l'aurez trouvé, ne criez pas, et quand vous arriverez là-haut, ne criez pas non plus. » En entendant ces paroles, j'eus la sensation qu'il faisait tout à coup plus froid, mais je répondis simplement « D'accord. Et ne criez pas quand vous redescendrez demain soir. Laissez-moi vous poser encore une question. Pourquoi donc ce soir avez-vous crié « Hé, vous là-bas !» Diable, je n'en sais trop rien, lui dis-je. J'ai dû crier quelque chose de ce genre, en effet. Non, monsieur, pas quelque chose de ce genre. Exactement ces mots-là. Je les connais bien. Mettons que j'ai dit exactement ces mots-là. Je les ai dit sans aucun doute parce que je vous voyais là, en bas. Vous n'aviez pas d'autre raison ? Quelle autre raison aurais-je bien pu avoir ? Vous n'avez pas eu la sensation que ces mots vous étaient dictés par une influence surnaturelle ? Non. Il me souhaita le bonsoir et leva sa lanterne. Je partis, en longeant les rails de la voie descendante, avec l'impression très désagréable qu'un train arrivait derrière moi, jusqu'au moment où je trouvai le sentier. Il était plus facile à monter qu'à descendre, et je rentrai sans encombre à mon auberge. Fidèle à ma promesse, je m'engageai dans le premier lacet du sentier le lendemain soir, à l'instant précis où les horloges sonnaient 11h dans le lointain. Il m'attendait au bas du chemin, sa lanterne à la main. « Je n'ai rien crié, » lui dis-je quand je l'eus rejoint. « Ai-je le droit de parler maintenant ? » ?»« Je vous en prie, monsieur. »« Alors bonsoir. » Et je lui tendis la main. « Bonsoir, monsieur, » me dit-il en me donnant la sienne. Là-dessus, nous allâmes côte à côte jusqu'à sa cabine. Nous y entrâmes, il en ferma la porte.
et nous nous assîmes auprès du feu. « Je suis maintenant résolu, monsieur, commença-t-il en se penchant vers moi dès que nous fûmes installés et me parlant presque à voix basse, à ne pas vous laisser me demander une seconde fois la cause de mon trouble. Je vous ai pris hier soir pour quelqu'un d'autre. C'est là ce qui me trouble. Cette confusion ? Non. Cette autre personne. Qui est-ce ? Je n'en sais rien. Quelqu'un qui me ressemble ? Je l'ignore. Je n'ai jamais vu son visage, qu'il cache toujours avec son bras gauche, tandis qu'il agite le bras droit. Il l'agite violemment, comme ceci. Je suivis des yeux son mouvement. C'était le mouvement d'un bras gesticulant avec une véhémence et une intensité extrême, comme pour dire « Pour l'amour du ciel, écartez-vous ». Un soir, au temps de la pleine lune, me dit notre homme, j'étais assis dans ce coin, quand j'entendis une voix s'écrier « Hé, vous là-bas !» Je me levai d'un bond, je regardai dehors, et je vis cette autre personne, debout sous le signal rouge qui est près du tunnel. Son bras était agité du mouvement que je viens de vous montrer. Sa voix semblait rauque à force d'avoir crié, et elle hurlait « Attention ! Attention !» Puis de nouveau « Hé, vous là-bas, attention !» Je ramassai ma lanterne, la tournant du côté du verre rouge, et m'élançai vers cette personne en criant « Que se passe-t-il ? Qu'est-il arrivé ? Où est le danger ?» La personne se tenait juste à l'entrée du tunnel obscur. En m'approchant, je m'étonnai qu'elle persistât à se cacher les yeux avec son bras. Je courus jusqu'à elle, et j'étendais la main pour la saisir par la manche et lui découvrir le visage, quand elle disparut. « Dans le tunnel ? » demandai-je. « Non. » Je poursuivis ma course et avançai de 500 mètres encore dans le tunnel. Je m'arrêtai alors, et élevant ma lanterne au-dessus de ma tête, je pus voir sur les parois les chiffres qui indiquent les distances. Je distinguais les taches d'humidité et les gouttes d'eau qui suintent et coulent de la voûte. Je ressortis en courant, plus vite encore qu'à l'aller, car ce lieu m'inspirait une horreur insurmontable. Et j'examinais tous les alentours du signal rouge à l'aide de ma lanterne rouge portative. Je montai par l'échelle de fer à la galerie qui le surplombe, puis je redescendis et revins ici en courant toujours. J'envoyai un message télégraphique aux 2 postes les plus voisins. « J'ai été alerté. Y a-t-il quelque chose d'anormal ?» Des 2 côtés, on me répondit « Tout va bien ». Ce récit me donna l'impression qu'un doigt de glace me parcourait l'échine. Je luttais contre cette sensation et m'efforçais de lui démontrer que l'apparition était l'effet d'une illusion d'optique. Je lui déclarais que de telles apparitions, provoquées par une affection des nerfs délicats qui assure le fonctionnement de l'œil, troublaient fréquemment certains malades, que c'était là un fait bien connu, et que plusieurs de ces malades avaient fini par comprendre la nature de leur mal, et avaient même pu l'établir en se livrant à des expériences sur leur propre personne. Quant aux crises imaginaires, ajoutai-je, écoutez, ne fût-ce qu'un instant le bruit du vent dans cette vallée artificielle, tandis que nous causons à mi-voix, les airs étranges qu'il fait jouer au fil télégraphique comme aux cordes d'une harpe. Nous prêtâmes l'oreille en silence pendant quelques instants, puis il répliqua que j'avais beau dire, qu'il savait fort bien à quoi en tenir sur le vent et les fils télégraphiques, lui qui passait souvent toute la nuit dans cet endroit, en plein hiver, seul et sans dormir. Et il se permit de me faire remarquer qu'il n'avait pas fini son récit. Je m'excusai de l'avoir interrompu. Il me mit alors la main sur le bras et ajouta ces mots d'une voix lente. Moins de 6 heures après l'apparition, un mémorable accident eut lieu sur la ligne, et moins de 4 heures plus tard, on apporta par le tunnel les corps des blessés et des morts. Et ils durent franchir l'endroit précis où j'avais vu cet homme. Un pénible frisson me parcourut le corps. Je me ressaisis de mon mieux. On ne peut nier, dis-je alors, qu'il y ait là une coïncidence remarquable et de nature à vous laisser une impression profonde. Mais il est également incontestable que des coïncidences tout aussi remarquables surviennent couramment, et il importe de s'en souvenir quand on examine un cas de ce genre. Bien entendu, je reconnais volontiers, ajoutai-je, croyant prévenir l'objection qu'il semblait prêt à m'opposer,
que les gens les plus sensés ne tiennent guère compte de ces coïncidences dans leurs prévisions pour la vie courante. Derechef, il se permit de me faire remarquer qu'il n'avait pas fini son récit. Derechef, je lui demandai pardon de m'être laissé aller à l'interrompre. Ces événements, dit-il, en me mettant de nouveau la main sur le bras, et après avoir jeté derrière lui un regard de ses yeux caves, se passaient il y a tout juste 1 an. 6 ou 7 mois s'écoulèrent, et j'étais remis de mon émotion et de ma surprise, quand un matin, au point du jour, me trouvant devant cette porte, je dirigeai mon regard vers le feu et revis le spectre. Il se tut et me regarda fixement. Est-ce qu'il criait ? Non. Il resta silencieux. Agita-t-il le bras ? Non. Il était appuyé contre le support du signal et il se cachait le visage avec les 2 mains, comme ceci. Pour la seconde fois, je suivis des yeux sa pantomime. C'était une pantomime funèbre. J'ai vu des tombeaux ornés de statues auxquelles le sculpteur avait donné la même attitude. Êtes-vous allé vers lui ? Je suis rentré ici et me suis assis, en partie pour reprendre mon sang-froid, en partie parce que cette vision m'avait presque fait défaillir. Quand je suis ressorti, le jour était levé et le fantôme avait disparu. Et il ne s'est rien produit d'autre ? Aucun événement n'a suivi ? Il me toucha les bras 2 ou 3 fois de son index, en inclinant chaque fois la tête d'un air lugubre. Le jour même, un train sortit du tunnel. Au moment où il passait devant moi, je vis confusément un grand nombre de têtes et de bras rassemblés à la portière d'un wagon. Je remarquai que ces voyageurs agitaient quelque chose. Je m'en aperçus juste à temps pour actionner le signal d'arrêt. Le mécanicien coupa la vapeur et freina, mais le train roula encore jusqu'à quelques 150 mètres d'ici. Je courus derrière et, tout en courant, j'entendis des cris et des appels terrifiants. Une très belle jeune femme venait de mourir subitement dans son compartiment. On apporta son corps ici et on le posa sur le plancher, là, entre vous et moi. Je reculai involontairement ma chaise et je levai les yeux du coin de plancher qu'il me désignait pour regarder son visage. Tout cela est vrai, monsieur. Tout cela est vrai. Je vous raconte ces événements exactement tels qu'ils se sont produits. Je ne trouvais rien à dire, rien d'approprié. J'avais la gorge sèche. Le vent dans les fils télégraphiques commenta le récit par un long gémissement lamentable. Il reprit. Et maintenant, monsieur, écoutez-moi bien, et vous allez voir à quel point j'ai l'esprit troublé. Le spectre est revenu il y a 1 semaine. Depuis lors, il s'est montré irrégulièrement de temps à autre. Près du feu rouge, près du signal rouge avertisseur. Quel mouvement fait-il ? Il reproduisit avec plus encore d'impatience et d'intensité, si possible, que la première fois le geste qui m'avait paru signifier « Pour l'amour du ciel, écartez-vous ». Puis il poursuivit. Il ne me laisse plus aucun répit, plus aucune tranquillité. Il me crie pendant des minutes entières, sur un ton angoissé, « Vous, là-bas, attention, attention !» Il me fait des signes, il actionne ma petite sonnerie. Saisissant l'occasion, je l'arrêtai aussitôt. « Avait-il actionné votre sonnerie hier soir pendant ma visite, quand vous vous êtes levé pour aller à la porte ?»« Oui, 2 fois. »« Eh bien, lui dis-je, voyez à quel point votre imagination vous égare. » J'avais les yeux fixés sur la sonnerie et l'oreille tendue. Or, aussi vrai que je suis ici devant vous, elle n'a pas retenti ces 2 fois-là. Non, ni à aucun autre moment, sauf quand elle était normalement mise en branle par la gare qui communique avec vous. Il hocha la tête. Je ne m'y suis encore jamais trompé, monsieur. Je n'ai jamais confondu le coup de sonnette du spectre avec celui d'un employé. Le coup de sonnette du fantôme consiste en une vibration très particulière du timbre, qui n'est due à aucune autre cause. Je n'ai pas pu me rendre compte si le mouvement est perceptible à l'œil. Je ne suis pas surpris que vous n'ayez pas entendu cette vibration. Mais moi, je l'ai entendue. Et vous avez eu l'impression que le spectre était là-bas quand vous avez regardé dehors ? Le spectre était là-bas. Les 2 fois ? Il répéta d'un ton énergique, les 2 fois. Voulez-vous que nous allions ensemble jusqu'à la porte
et que nous regardions s'il y est en ce moment. Il se mordit la lèvre et parut hésiter, mais il se leva. J'ouvris la porte et m'avançai au dehors, tandis que lui-même se plaçait dans l'embrasure. On voyait le signal rouge avertisseur. On voyait l'orifice lugubre du tunnel. On voyait les grandes parois rocheuses et humides de la tranchée. On voyait les étoiles dans le ciel. « Le voyez-vous » lui demandai-je, en examinant très attentivement son visage. Il avait les yeux un peu exorbités et le regard tendu, mais sans doute pas tellement plus que moi quand je m'étais d'abord tourné anxieusement de ce côté. « Non, répondit-il, il n'est pas là. »« D'accord, dis-je. » Nous rentrâmes, je fermai la porte et nous nous rassîmes. Je me demandais comment tirer le meilleur parti possible de l'avantage que je venais de remporter, si c'en était un, quand il reprit la conversation sur un ton parfaitement naturel. Il n'avait pas l'air de penser que nous étions réellement en désaccord sur une question de fait, si bien que je me sentis placé dans une position extrêmement faible. « Maintenant, monsieur, vous devez avoir pleinement compris, dit-il, que ce qui me tourmente à ce point, c'est la question suivante. Que me veut le spectre ? » Je lui avouai alors que je n'étais pas sûr d'avoir parfaitement compris. « De quoi veut-il m'avertir ?» reprit-il, les yeux fixés méditativement sur le feu et ne regardant de mon côté que de temps à autre. « Quel est le danger ? Où est le danger ? Un danger plane quelque part sur la ligne. Un terrible malheur est sur le point d'arriver. Je n'ai pas le droit d'en douter cette fois, après les 2 aventures précédentes. Mais n'est-il pas horrible pour moi d'être hanté de la sorte ? Que puis-je faire ? » Il sortit son mouchoir et s'épongea le front. Il était fiévreux. « Si j'envoyais un message d'alarme par le télégraphe d'un côté ou de l'autre, ou des 2 côtés, je n'aurais aucune raison à donner, poursuivit-il, en s'essuyant les mains sur son mouchoir. Je m'attirerais des ennuis sans rendre aucun service. On me croirait fou. Voici comment cela se passerait. Premier message. Attention, danger. Réponse. Danger de quoi ? Et où ? Deuxième message. Je n'en sais rien, mais je vous en supplie, faites attention. On me mettrait à pied. Que pourrait-on faire d'autre ? Sa souffrance faisait peine à voir. C'était le tourment d'un esprit consciencieux, indiciblement torturé par une responsabilité incompréhensible, concevant des vies humaines. La première fois que je l'ai vu sous le signal avertisseur, continua-t-il après avoir rejeté ses cheveux noirs en arrière, et tout en se passant les mains sur le front à plusieurs reprises, dans un accès d'angoisse fiévreuse, pourquoi ne m'a-t-il pas dit où l'accident allait se produire ? S'il fallait vraiment qu'il se produisît. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit comment faire pour l'éviter ? Si au contraire, on pouvait l'éviter. Pourquoi la deuxième fois s'est-il caché le visage, au lieu de me dire « Cette jeune fille va mourir, il faut qu'elle reste chez elle ». Et si, ces 2 premières fois, il apparut seulement pour me prouver que ses avertissements étaient fondés et me préparer à sa 3e venue, pourquoi ne pas m'avertir clairement maintenant ? Et pourquoi moi, mon Dieu ? Moi qui ne suis qu'un pauvre signaleur, perdu dans ce poste solitaire. Pourquoi ne pas s'adresser à quelqu'un de haut placé, en qui on aurait confiance et qui pourrait agir ? En le voyant dans cet état, je compris que, dans l'intérêt de ce malheureux aussi bien que dans l'intérêt général, ce que j'avais de mieux à faire pour le moment, c'était de lui donner des apaisements. C'est pourquoi, laissant entièrement de côté notre différend relatif à la réalité ou à l'irréalité de ses visions, je lui représentais que quiconque faisait consciencieusement son devoir était dans le droit chemin, et qu'il devait se sentir soutenu par le fait qu'il voyait clair au moins dans son devoir, sinon dans ses apparitions déconcertantes. J'obtins plus de succès dans ce nouvel effort que dans mes précédentes tentatives pour lui prouver qu'il était dans l'erreur. Il se calma. Ses occupations professionnelles exigeaient de lui une attention de plus en plus soutenue à mesure que la nuit s'écoulait. Et je le quittai à 2h du matin. Je lui avais offert de rester avec lui toute la nuit, mais il n'avait pas voulu en entendre parler. Pourquoi ne pas avouer que je regardais plusieurs fois le feu rouge en montant par le sentier, que je ne le trouvais guère à mon goût, et que j'eusse bien mal dormi si mon lit avait été placé dessous. Je n'aimais pas beaucoup non plus l'histoire de l'accident, ni celle de la mort de la jeune fille.
Pourquoi ne pas avouer cela aussi? Mais ce qui me préoccupait le plus, c'était l'attitude que je devais prendre en qualité de dépositaire de ses confidences. Assurément, l'homme était intelligent, vibrant, appliqué et ponctuel. Mais pour combien de temps serait-il ainsi, compte tenu de son état d'esprit actuel? Bien qu'il eût une fonction subalterne, il portait cependant de grosses responsabilités. Me serais-je personnellement senti disposé à risquer ma vie entre ses mains, dans un cas où ma sécurité aurait tenu à l'exécution précise par lui d'une besogne quelconque? Je ne pouvais me défaire de l'idée qu'il y aurait eu quelque perfidie de ma part à communiquer à ses supérieurs ce qu'il m'avait dit, sans m'être d'abord ouvert à lui de ce projet et de lui avoir proposé une sorte de compromis. Je décidai finalement de lui offrir d'aller avec lui chez le meilleur médecin que nous pourrions trouver dans la région et de lui demander son avis. Momentanément, je ne livrerai son secret à personne d'autre. Ses heures de service devaient changer, m'avait-il dit, le lendemain soir. Il devait quitter le travail 1 heure ou 2 après le lever du soleil et le reprendre à la tombée de la nuit. Je lui avais annoncé que je reviendrais à ce moment-là. Le lendemain soir, il faisait un temps délicieux et je sortis de bonne heure pour en profiter. Le soleil n'avait pas encore complètement disparu quand je traversais un chemin de terre tout proche de la grande tranchée. Je me dis que j'allais poursuivre ma promenade pendant une demi-heure encore. Il me faudrait une demi-heure pour revenir, ce qui ferait 1 heure en tout, et il serait temps alors de descendre jusqu'à la cabine de mon signaleur. Avant de continuer ma route, je m'avançai au bord de la tranchée et je jetai un regard machinal vers le fond, me trouvant au même endroit que le jour où je l'avais aperçu pour la première fois. Je ne saurais décrire le frémissement qui me saisit quand je vis, à l'entrée du tunnel, une apparition à forme humaine, qui avait le bras gauche devant les yeux et qui agitait le bras droit avec véhémence. L'indicible horreur qui s'était emparée de moi fut de courte durée, car je me rendis compte au bout d'un instant que cette apparition à forme humaine était bel et bien un homme, et qu'il y avait un petit groupe d'autres hommes à quelques pas de lui. J'eus l'impression qu'il répétait son geste pour le montrer à ces derniers. Le signal rouge avertisseur n'était pas encore allumé. Au-dessous, on avait dressé une sorte de petite tente très basse, à l'aide de quelques piquets et d'une bâche. Cette tente ne paraissait guère plus grande qu'un lit, et c'était la première fois que je la voyais en cet endroit. Avec le pressentiment irrésistible de quelque accident, avec la crainte instantanée et mêlée de remords d'avoir causé un malheur irréparable en laissant le signaleur à son poste, et en négligeant de faire surveiller ses gestes et contrôler son travail, je descendis le plus vite possible par le sentier en lacet. « Que se passe-t-il » demandai-je aux hommes qui se trouvaient là. « C'est le signaleur qui a été tué ce matin, monsieur. »« Celui qui travaillait dans cette cabine-là ?»« Oui, monsieur. Celui que je connaissais ?»« Si vous le connaissez, vous allez pouvoir le reconnaître, » me dit l'homme qui avait pris l'initiative de répondre à mes questions, en se découvrant avec recueillement pour soulever un coin de la bâche. Sa figure n'est pas changée. « Oh, Comment cela s'est-il produit ?» demandai-je en regardant ces hommes tour à tour, tandis que la bâche retombait. « Il a été renversé par une locomotive, monsieur. Il connaissait son métier comme pas un. Mais il était resté trop près des rails. Ça s'est passé juste au lever du jour. Il venait d'éteindre le signal, et il avait la lampe à la main. Quand la machine est sortie du tunnel, il lui tournait le dos, et il a été projeté en avant. C'est ce gars-là qui conduisait la loco, et justement il nous faisait voir comment ça s'était passé. Fais donc voir à monsieur Tom. » L'homme auquel il s'adressait était très simplement habillé d'un vêtement foncé. Il alla de nouveau se placer à l'entrée du tunnel et dit « J'avais passé le dernier tournant du tunnel, monsieur, quand je l'ai aperçu à l'autre bout, comme si je le voyais au bout d'une lorgnette. Je n'avais pas le temps de ralentir, et je savais qu'il était très prudent. Comme il n'avait pas l'air de faire attention au sifflet, je l'ai arrêté au moment où on arrivait sur lui, et j'ai crié de toutes mes forces. « Qu'avez-vous crié ?» Je disais « Hé, vous là-bas, attention, attention, pour l'amour du ciel, écartez-vous !» Je sursautais. « Ah, j'ai passé un sale moment, monsieur. Je n'ai pas arrêté de crier. J'ai mis mon bras gauche devant mes yeux pour ne rien voir, et jusqu'à la fin j'ai agité l'autre bras. Mais ça n'a servi à rien.
Je ne voudrais pas prolonger ce récit en insistant particulièrement sur l'une quelconque des circonstances étranges qu'il contient. Mais pour conclure, je tiens à souligner une coïncidence. Les cris lancés par le conducteur reprenaient non seulement les paroles que le malheureux signaleur m'avait répétées en me disant qu'elles le hantaient, mais aussi la phrase qui m'avait semblé, à moi et non à lui, et seulement dans ma pensée, correspondre au geste qu'il avait mimé devant moi. C'était au mois de décembre de l'an 1811. 10 heures du soir venaient de sonner. Un jeune médecin, depuis peu de temps en possession de son diplôme, était assis auprès d'un feu dont les brillantes lueurs éclairaient un cabinet modeste. Le vent poussait des gémissements lugubres en s'engouffrant dans la cheminée. Des rafales de pluie venaient se briser contre les volets. Pendant toute la journée, le docteur avait été obligé de courir par la ville, exposé au froid et à la pluie, occupé d'une affaire étrangère à sa profession. Aussi savourait-il le bonheur d'être enveloppé dans une bonne robe de chambre et d'avoir les pieds enfoncés dans des pantoufles bien chaudes. Il était dans cet état de béatitude où le sommeil s'empare peu à peu de toutes les facultés, où l'imagination s'élance déjà sur les ailes dorées du rêve. D'abord, il pensa que le vent soufflait avec une violence extrême, et il en conclut sagement que, s'il était dehors, au lieu d'être commodément installé au coin du feu, la pluie lui battrait rudement au visage. Il songea ensuite à la visite que, chaque année, à l'époque de Noël, il rendait à sa ville natale et à ses amis les plus chers. Il se retraça le plaisir qu'on aurait à le revoir et la joie qu'éprouverait Émilie, la jeune cousine dont sa mère lui destinait la main, lorsqu'elle saurait qu'enfin un malade s'était adressé à lui. Il réfléchit ensuite qu'il devait espérer trouver un jour ou l'autre plus d'un client, et qu'alors il pourrait réaliser l'espérance de sa jeunesse, avoir une femme bonne et aimable, dont la présence donnerait de la vie à cette triste et solitaire demeure et l'engagerait à redoubler d'ardeur dans ses travaux. Il se demanda ensuite si le premier malade dont il invoquait la venue arriverait enfin, ou bien s'il ne devait jamais paraître. Et, au milieu de ses méditations, de ses réflexions, de ses demandes, il se livra au sommeil le plus complet, rêvant aux jeux de son enfance, à ses belles parties de bar avec la petite Émilie, dont la voix joyeuse retentissait à son oreille et dont la main s'unissait à la sienne pour danser une ronde sous les grands arbres. Cette sensation le réveilla. Une main, en effet, était placée sur son épaule, mais ce n'était point celle d'une jeune et douce enfant. Cette main, ou plutôt cette patte, appartenait à un gros garçon de 11 ans, dès sa naissance abandonné par son père et par sa mère, et que l'administration de la paroisse avait mis au service du docteur, moyennant un salaire d'1 shilling par semaine et la nourriture. L'enfant devait faire les commissions du disciple d'Esculape, mais son emploi était la plus complète des sinécures. Il passait à dormir ou à préparer un très maigre repas les 14 heures du jour durant lesquelles il était sans occupation. « Une dame, monsieur, une dame !» marmottait Tom en poussant doucement son maître afin de le réveiller. « Quelle dame ?» s'écria celui-ci, sortant de son fauteuil par un brusque mouvement, et ne sachant pas trop si son rêve n'était qu'une illusion, ou plutôt si ce n'était pas Émilie elle-même dont on lui annonçait ainsi la venue. « Quelle dame ? Où est-elle ?»« Ici, monsieur. » Et le doigt de Tom se dirigeait vers la porte vitrée qui conduisait dans le cabinet du docteur, tandis que la figure de l'enfant exprimait un sentiment de terreur trop vif pour qu'on pût croire qu'il n'avait pas d'autre cause que la présence d'un malade, quelque insolite que fût une apparition de ce genre. Le jeune homme jeta les yeux du côté de la porte. Il tressaillit à l'aspect de la figure que rencontra son regard. Devant lui était une femme d'une taille extraordinairement élevée. Ses vêtements étaient ceux d'une personne en grand deuil. Un châle noir cachait tout son buste, un voile épais de la même couleur couvrait sa figure. Elle restait dans une immobilité complète derrière la porte vitrée, et bien qu'aucun geste n'échappât à notre héros, il comprit que derrière ce voile des yeux perçants étaient fixés sur lui. Surmontant un sentiment de surprise et de malaise, il s'avança vers la porte et la poussa. Cette porte s'ouvrait en dedans, de sorte que l'attitude de l'inconnu ne subit aucun changement. « Est-ce vous qui désirez me consulter, madame ?»
Une inclination de tête tint lieu de réponse affirmative. « Veuillez entrer alors. » La femme aux vêtements sombres fit un pas en avant, et tournant la tête du côté de l'enfant, elle sembla hésiter. « Sortez, Tom, » dit le jeune médecin. Tom, dont les yeux s'écarquillaient de surprise et de peur, ne se le fit pas dire 2 fois. « Fermez donc la porte, » lui cria son maître. Tom ferma la porte et se tapit derrière, l'œil et l'oreille aux aguets. Approchant une chaise du feu, le médecin invita l'inconnue à s'asseoir. Elle avança avec lenteur, et le jeune homme observa que la boue et la pluie avaient souillé les vêtements lugubres de sa mystérieuse cliente. « Vous avez bravé le mauvais temps » fit le docteur afin d'entamer une conversation dont le début lui semblait embarrassant. « Oui, » répondit l'inconnu d'une voix sombre et pénible qui révélait de cruelles souffrances. « Êtes-vous donc bien malade ? C'est l'esprit et non le corps qui est cruellement affecté chez moi. Au reste, ce n'est point pour ce qui me regarde que je viens m'adresser à vous. Je réclame votre assistance pour un autre. Peut-être y a-t-il folie à vous demander le service que je sollicite, mais chaque nuit, durant de longues veilles passées dans les larmes, cette pensée ne m'a pas quitté un seul instant. Je prévois, hélas, que nul secours humain ne peut lui être utile. Et cependant je frémis, je me révolte à l'idée de le coucher à jamais dans un cercueil sans avoir cherché à m'assurer que tout espoir est perdu sans remède. L'inconnu parlait avec une chaleur, une sincérité qui alla droit au cœur du médecin. Il était jeune, il débutait dans la carrière et n'avait pas eu le temps de contracter cette insensibilité qui étouffe toute émotion chez un praticien émérite, habitué à voir la douleur, à la palper sous toutes ses formes. Il se leva avec précipitation. « Si la personne dont vous parlez est dans une position aussi désespérée que vos paroles le donnent à supposer, il n'y a pas un instant à perdre. Je suis prêt à vous accompagner. Pourquoi n'avez-vous pas déjà réclamé quelques conseils ? Parce que tout secours eût été impossible plus tôt. Parce qu'à présent même, il n'y a moyen de rien faire, répliqua l'inconnu en joignant les mains avec un mouvement de désespoir. Le docteur jeta les yeux dans la direction du voile noir, qui ne s'était point relevé. Il aurait voulu juger de l'expression des traits que cachait ce tissu, mais l'épaisseur du fil déjouait toute observation. « Vous êtes malade ? À votre insu peut-être ? La fièvre vous a donné la force de résister à de cruelles agitations, à de pénibles fatigues. Maintenant elle vous brûle. Buvez ceci. » Il remplit un verre d'eau. Calmez-vous pour un instant. Dites-moi avec tout le sang-froid dont vous serez capable, quelle est la nature du mal qu'éprouve la personne pour laquelle vous êtes si inquiète. Faites-moi savoir depuis combien de temps elle est malade. Aussitôt que j'aurai les renseignements qui me sont nécessaires pour que ma visite puisse produire quelques résultats favorables, je me tiendrai prêt à vous suivre. L'inconnu porta le verre à ses lèvres sans lever son voile et le replaça sur la cheminée sans y avoir touché. Puis, elle éclata en sanglots. Je sais que mes paroles semblent dictées par le délire de la fièvre. On me l'a déjà dit, et avec moins de douceur que vous. Je ne suis pas jeune, monsieur. Et plus ma vie approche de son terme, plus elle me devient chère et précieuse. Je sacrifierai cependant avec joie ce qui me reste d'années à demeurer en ce monde, si je pouvais, à ce prix, obtenir que les faits que je vous expose ne fussent pas de la plus rigoureuse exactitude, ajouta la pauvre femme. Mais celui dont je parle sera demain hors de l'atteinte de tous les secours de l'art, je le sais. Quelles que soient les illusions que je m'efforce d'entretenir à cet égard, et cependant, quoi qu'il soit en ce moment même presque entre les mains de la mort, vous ne pouvez le voir, il vous est impossible de l'assister en rien. Je craindrais d'augmenter votre douleur en discutant ce que vous m'annoncez, en vous pressant de questions sur un sujet que vous paraissez désireuse de cacher avec soin. Mais permettez-moi de vous le dire, dans ce que vous me révélez, il est des circonstances d'une invraisemblance choquante et inconciliable avec certains autres détails que vous m'apprenez en même temps. Il s'agit d'après vous d'une personne qui est mourante aujourd'hui et que je ne peux voir lorsque peut-être je serai à même de lui être utile. Vous craignez que demain matin il soit trop tard, et toutefois ce n'est qu'en ce moment qu'il me sera permis d'approcher d'elle.
Cette personne vous est bien chère. Vos paroles, votre agitation, tout annonce quelle inquiétude vous éprouvez à son égard. Pourquoi ne pas essayer alors de sauver sa vie alors qu'un retard funeste, avant que les progrès du mal aient rendu son état désespéré? Mon Dieu, s'écria l'inconnu en versant un torrent de larmes. Comment puis-je espérer que des étrangers ajouteront foi à ce qui me semble incroyable à moi-même? Vous ne voulez donc pas le voir, monsieur? Ajouta-t-elle en se levant brusquement. Je n'ai point dit que je refusais de le voir. Mais je vous préviens que, si vous persistez dans votre inexplicable retard, et si cette personne vient à mourir, une responsabilité terrible pèsera sur vous. Ce n'est pas sur moi que tombera cette responsabilité, répondit l'étrangère avec amertume. Quant à ce qui me touche, il n'est aucun de mes actes dont je ne puisse répondre. Il est de mon devoir d'apporter les secours de mon art à quiconque les réclame. Je me conforme à ce que vous exigez, quelque étrange que semble la chose. Je verrai ce malade demain matin, si vous me laissez son adresse. À quelle heure pourrais-je me présenter auprès de lui? À 9 heures. Vous voudrez bien m'excuser si je vous adresse de nouvelles questions, mais elles sont indispensables. Est-il en ce moment confié à vos soins? Il ne l'est pas. Vous ne pouvez point l'assister? Les instructions que je vous donnerai pour le traitement à suivre durant le reste de la nuit seraient donc inutiles? En ce moment, je ne peux rien pour lui. Voyant qu'il n'y avait aucun renseignement positif à tirer de l'inconnu, et désireux de mettre un terme à cette scène affligeante, car la douleur de la dame mystérieuse, péniblement contenue d'abord, débordait de plus en plus, le jeune médecin réitéra sa promesse d'être exact le lendemain à l'heure indiquée. La dame en noir lui donna alors l'adresse d'une rue à peu près inconnue à Walworth, puis elle se retira en silence et disparut dans les ténèbres, sans que le voile qui cachait ses traits se fût relevé. On croira sans peine qu'une visite aussi extraordinaire produisit une impression profonde sur l'esprit du docteur. Il se livra, sur ce qui venait de se passer, à une fort longue et très infructueuse méditation. Trop éclairé pour rien voir de surnaturel dans cet étrange concours de circonstances, il chercha en vain une explication plausible. S'agissait-il d'un assassinat, médité pour la nuit même, et d'abord complice du crime, l'inconnue avait-elle été saisie de remords, et cherchait-elle à empêcher l'accomplissement du forfait en amenant en temps opportun un homme de l'art au secours de la victime? Mais chose semblable ne se passe point ainsi au milieu d'une grande ville. N'était-il pas plus vraisemblable qu'il avait reçu la visite d'une infortunée dont le cerveau était dérangé? Cette incertitude empêcha le jeune docteur de fermer l'œil durant le reste de la nuit. Il ne put un seul instant éloigner le voile noir toujours présent à son imagination troublée. Il attendit le jour avec impatience. Il lui tardait de savoir à quoi s'en tenir. À peine une clarté très douteuse avait-elle, dans cette triste saison, éclairé les rues, qui se mit en marche et se dirigea vers Walworth. Walworth, soit dit pour ceux qui sont peu au courant de la géographie de Londres, est un de ces nombreux villages qui forment une ceinture autour des flancs de l'immense métropole britannique et qu'elle absorbe peu à peu à mesure que ses maisons envahissent la campagne. Aujourd'hui encore, Walworth est un endroit d'assez mauvaise mine. On ne compte aucun banquier parmi ses habitants. Il y a une 50aine d'années, c'était un quartier perdu, affreux, un véritable coupe-gorge, où étaient dispersés quelques logis des plus misérables, peuplés de gens aux allures équivoques, trop pauvres pour demeurer en lieu honnête, ou ayant de bonnes raisons pour aimer à faire leur nid dans des coins écartés et solitaires. La police ne se hasardait guère dans ce dédale de repères infectés de vagabonds, de voleurs, de receleurs, de faux monnayeurs, et de cette lie de la population flétrie par le vice ou le crime. Le médecin eut à s'orienter, non sans peine, à travers un labyrinthe de ruelles ou de sentiers défoncés par la pluie, convertis en cloaques boueux. Quelques jardins mal cultivés, des emplacements vides entourés de palissades effondrées, pourries ou ébréchées, s'alignaient assez irrégulièrement à droite et à gauche. Des baraques de bois mal closes, des masures à l'aspect sinistre, étaient éparpillées çà et là. Il fallait avoir une affaire bien urgente pour venir si loin dans une semblable agglomération de bouges. Le docteur rencontra quelques individus déguenillés auxquels il dut s'adresser pour retrouver sa route, et,
Après avoir reçu force réponses contradictoires et insuffisantes, il toucha au but de ce pénible voyage de découverte. Il se trouva enfin devant la maison que la dame en noir lui avait désignée. Cette maison, élevée d'un seul étage, n'avait été, depuis qu'elle était sortie de terre, l'objet d'aucune réparation. Il semblait qu'on voulût la laisser tomber peu à peu en ruine. Elle était isolée, flanquée d'un pré marécageux, et la porte en était fermée. Aux 2 fenêtres du premier étage étaient appendus des rideaux fermés avec une minutieuse sollicitude, ce qui indiquait qu'on ne se souciait pas qu'un œil indiscret vînt pénétrer dans cette habitation sinistre. Du reste, aucun bruit ne sortait de l'intérieur. Rien n'indiquait qu'il y eût là-dedans âme qui vécût. Le jeune homme se consulta un instant avant de soulever le marteau. Il regarda la maison. Elle lui sembla présenter la physionomie la plus repoussante que jamais assemblage de bois et de plâtre eût offert à la vue. Il savait combien dans une capitale il se trouve de mauvaises gens dont l'audace ne recule devant aucun attentat. Les étouffeurs, les résurrectionnistes, n'avaient point encore atteint l'affreuse célébrité qui est devenue leur partage. Mais notre docteur avait fréquenté les hôpitaux. Il savait que pour se procurer ces cadavres que les Hippocrates anglais achètent fort cher et si mystérieusement, les misérables qui font le commerce de la chair morte n'hésitent pas toujours à se souiller d'un meurtre. Si jamais Asile avait été préparé pour l'exercice des plus effroyables métiers, c'était à coup sûr celui qu'il avait sous les yeux. On ne pouvait mieux choisir. Cependant, l'incertitude de notre héros ne fut pas de longue durée. Il eut rougi de retourner lâchement sur ses pas, de lâcher pied devant un péril imaginaire peut-être. Une pluie glaciale tombait sur ses épaules. Il fallait prendre un parti, se décider promptement. Il se dirigea donc d'un pas ferme vers la porte et frappa doucement. Quelques paroles furent aussitôt échangées à voix basse. On eût dit qu'une personne recevait dans le corridor quelques instructions d'un autre individu arrêté sur l'escalier. Les verrous furent retirés avec précaution. Une clé tourna dans une forte serrure, et un homme de haute taille, de figure farouche, d'une pâleur de trépassé, l'œil hagard, les cheveux en désordre, les vêtements souillés, se montra sur le seuil, à mesure que la porte, tournant sans bruit sur ses gonds, livrait un étroit passage au nouveau venu. « Donnez-vous la peine d'entrer, monsieur. » Le médecin fit quelques pas dans le corridor, et la porte fut très exactement refermée derrière lui. Clés et verrous s'interposèrent de rechef, comme un obstacle contre une visite indiscrète. « Voudriez-vous venir par ici ?» Et le docteur fut conduit vers un petit appartement situé à l'extrémité du corridor. « Suis-je arrivé à temps ?» demanda-t-il. « Vous êtes arrivé trop tôt », lui répondit le personnage qui faisait les honneurs de cette triste demeure. Un geste de surprise et d'effroi échappa au jeune homme. L'individu de haute taille ne parut pas s'en être aperçu. « Soyez assez bon pour rester ici, monsieur. Vous n'aurez pas longtemps à attendre, je vous le promets. » Et l'inconnu se retira en fermant la porte à clé. Le médecin, resté seul, eut bientôt fait l'inventaire de l'appartement dans lequel il était emprisonné. 2 vieilles chaises boiteuses et une table brisée composaient tout le mobilier. Un amas de charbon brûlait lentement et comme à regret dans une petite cheminée. L'humidité suintait le long des murailles complètement nues, et une seule croisée s'ouvrait sur une petite cour qui était couverte d'eau et ceinte d'un mur dont la couleur, d'un vert sale, faisait mal à voir. La plupart des carreaux de cette unique fenêtre n'existaient plus. Le verre avait été remplacé depuis longtemps par des morceaux de papier que le vent avait déchirés. Aucun son ne sortait du reste de cette demeure, et pendant un moment, le docteur put se livrer à des réflexions assez peu rassurantes sur l'issue d'une aventure qui débutait aussi singulièrement. Il se demandait avec inquiétude dans quel but on l'avait enfermé. Mais il jugea d'ailleurs inutile d'appeler, d'essayer de sortir. Il comprit qu'il s'était livré et qu'il fallait attendre. Un quart d'heure s'écoula. La patience de notre Esculape touchait à son terme, lorsque le bruit d'une voiture lancée au grand trot vint frapper son oreille. Il entendit le véhicule s'arrêter devant la maison, la porte s'ouvrit. Une conversation dont le sens ne pouvait parvenir jusqu'à lui s'engagea dans le corridor, suivie d'un bruit de pas, comme si 2 ou 3 hommes eussent gravi l'escalier en portant un fardeau. Une demi-minute après,
Ces personnages invisibles descendirent les marches et sortirent. La porte de la rue se referma de rechef sur eux, avec tout son attirail de verrous et de clés. Le silence se rétablit enfin. Étourdi par un enchaînement de circonstances aussi mystérieuses et qu'il n'essayait plus de s'expliquer, notre docteur restait sans mouvement et sans voix devant le feu qui s'était éteint. Bientôt, la porte du misérable appartement où il était détenu fut ouverte, et il vit devant lui cette même femme qui, la veille au soir, était venue lui rendre visite. Elle avait encore le visage couvert de son voile noir. Des sanglots déchirants s'échappaient de sa poitrine. Elle ne prononça pas un seul mot, mais elle fit au docteur un geste pour qu'il eût à la suivre. Il obéit, et montant l'escalier délabré, il entra dans une chambre à peu près dégarnie de meubles. Dans un coin se trouvait un mauvais lit de camp. Des rideaux d'une étoffe grossière, déployés devant les croisées, faisaient régner dans cette pièce une obscurité presque complète. Et tandis que le regard du médecin cherchait à distinguer les objets, la femme courut près du lit et se jeta à genoux. Le docteur s'aperçut alors qu'un homme, enveloppé dans une couverture, était étendu sur ce lit. Il était complètement immobile. La tête et la figure étaient découvertes. Un bandage passait au-dessous du menton et venait se nouer au-dessus de la nuque. Les yeux étaient fermés. Le bras gauche pendait jusqu'à terre. Écartant doucement l'inconnu, le jeune médecin prit la main de ce malheureux et la laissa retomber aussitôt, comme s'il eût touché un fer brûlant. « Grand Dieu !» s'écria-t-il. « Cet homme est mort. »« Oh non, il ne l'est pas !» repartit la dame noire en se levant brusquement et en se tordant les mains. « Ne dites pas qu'il est mort. Je ne peux me faire à cette idée. Combien n'y a-t-il pas eu de gens qui ont été rappelés à la vie lorsqu'on les croyait perdus sans ressources? Combien d'autres auraient été sauvés si des moyens opportuns avaient été employés en temps utiles? Tâchez, monsieur, de faire quelque chose pour lui. Employez tous vos efforts, rien n'est désespéré. Peut-être en ce moment même, la vie l'abandonne-t-elle. Hâtez-vous, au nom du ciel, hâtez-vous. Soyez son sauveur et le mien. » Et la malheureuse frottait avec empressement les tempes, la poitrine de celui qui gisait devant elle. Elle frappait dans ses mains, mais ses mains, roidies par le froid aussitôt qu'elle ne les souleva plus, retombèrent pesamment. « Tout est inutile, » dit le médecin d'une voix péniblement affectée. « Cependant, ouvrez les rideaux. »« Pourquoi ?» s'écria l'inconnu en tressaillant. « Ouvrez les rideaux, vous dis-je, je vous l'ordonne, » répondit le docteur avec fermeté. « J'ai voulu que cette chambre restât obscure, » répliqua la femme en se précipitant au-devant du médecin pour l'empêcher de se jeter lui-même vers la croisée. « Ayez pitié de moi. Si c'est un cadavre qui est là sur ce lit, que du moins mes yeux soient les seuls à le voir. »« La mort de cet homme n'a pas été naturelle, » s'écria le médecin, qui, s'élançant vers la croisée, écarta vivement le rideau. L'inconnu essaya vainement de le retenir. Son voile tomba et livra au regard la figure d'une femme âgée de 50 ans environ, qui avait été belle, mais que les larmes, les privations, les chagrins de toute espèce avaient brisé et vieilli de bonne heure. Un tremblement nerveux agitait les lèvres, et un feu sombre brillait dans les yeux de cet infortuné. « Il y a eu violence », fit le médecin en montrant le cadavre et en attachant sur cette femme un regard scrutateur. « Oui », répondit-elle d'une voix sourde. « Cet homme a été la victime d'un meurtre barbare, atroce. J'en prends Dieu à témoin. »« Et le coupable, quel est-il » s'écria le docteur en saisissant l'inconnu par le bras. « Regardez d'abord et demandez-le ensuite. » Le jeune homme se pencha vers le cadavre, qui se trouvait alors exposé au grand jour. La face était enflée, et les veines injectées d'un sang noir. Les yeux sortaient de leur orbite. La langue se montrait entre deux lèvres souillées d'écume. Un cercle d'un bleu livide se dessinait autour du cou. La vérité se révéla aussitôt. « Cet homme est un des condamnés à mort qui ont été pendus ce matin », s'écria le docteur qui s'éloigna du lit en frémissant. « C'est cela même », répondit l'inconnu d'une voix mourante. « Qui donc était cet homme ?»« Mon fils, hélas. » Et la malheureuse mère tomba sans connaissance sur le parquet.
L'histoire de cette infortunée était d'ailleurs bien simple. Restée veuve, sans amis, sans fortune, avec un fils unique, elle l'avait élevé de son mieux et s'était pour lui condamnée aux plus rudes privations. L'ingrat, entraîné par la mauvaise compagnie, avait sans peine franchi la barrière qui sépare le vice du crime et venait de périr de la main du bourreau. Sa mère, soutenue jusqu'au dernier instant par le chimérique espoir de le sauver, devint folle lorsqu'elle reconnut qu'il n'y avait plus aucun espoir. En vain avait-elle fait réclamer le corps aussitôt qu'il avait été possible de l'enlever à la potence, en vain l'avait-elle caché dans un asile secret, la corde n'avait que trop bien rempli son cruel office. Le jeune docteur n'oublia pas cette femme si cruellement frappée. Il la fit recevoir dans un hospice, lui rendit de fréquentes visites, veilla à ce qu'elle fût traitée avec un soin particulier et n'épargna rien pour adoucir son sort. Elle eut du moins le bonheur de ne pas recouvrer la raison, car elle n'aurait que trop senti toute l'étendue d'une douleur que rien ne pouvait adoucir. Le docteur est devenu célèbre. La voix publique le place au premier rang des successeurs de Galien et de Boerhaave. De tous les côtés, on réclame ses soins. Les journées, fussent-elles de 72 heures, ne seraient pas assez longues pour lui permettre de faire la moitié des visites notées sur le carnet de son secrétaire. Les guinées s'amoncellent chez lui en piles chatoyantes. Sa poitrine est décorée de divers ordres. Et pourtant, au milieu des honneurs, des richesses, des occupations qui absorbent sa vie, il lui arrive souvent de se souvenir de sa première visite, et il frémit toujours à l'aspect d'un voile noir. Voilà, chers abonnés et auditeurs, nous espérons que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt sur Biblioaudio et biblioaudio.fr.